Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, Antoine. Je suis ravi d'animer cette troisième session expert Regard croisé ICO, Startup, sur le domaine et le sujet de la santé numérique. Alors aujourd'hui, on vous propose de plonger dans les coulisses d'une expérimentation numérique en vie réelle avec la startup Résilience et les équipes médicales et organisationnelles de l'ICO. Et qui de mieux que les principaux protagonistes pour nous en parler. On a le plaisir d'accueillir Karine Crespi. Karine, tu es responsable projet et organisation à l'ICO et tu es en charge du pilotage de cette expérimentation. On accueille Grégory Bourdaro, vice-président en charge des opérations au sein de Résilience. Grégory, tu es également impliqué dans cette expérimentation. Et professeur Jean-Sébastien Fresnel, oncologue médical, spécialiste des cancers du sein et gynécologique, et également professeur en cancérologie à Nantes Université. Merci à tous les trois. Pour débuter nos échanges, je me tourne vers toi, Grégory. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement ce qu'est la télésurveillance et quels sont pour toi les principaux enjeux à court et moyen terme ? Oui, tout à fait. Bonsoir. Enfin, bonjour. La télésurveillance, quand on parle de télésurveillance, on ne parle pas de dispositifs avec des caméras ou autres sensors. La télésurveillance, aujourd'hui, c'est une solution digitale qui va permettre, d'un côté, d'aller collecter de manière proactive des données auprès des patients, en particulier des données, les éventuelles apparitions de toxicité liées au traitement. Et deux, d'aller mettre à disposition ces données de manière structurée et gradée auprès des équipes soignantes, de manière à ce qu'elles puissent suivre l'état général du patient et anticiper surtout les évolutions de l'état général de ce patient dans une perspective de personnalisation et de plus de réactivité dans la prise en charge de ces différents patients. Voilà. Résilience, c'est une jeune société qui a été créée en 2021. À la genèse de Résilience, il y a également une collaboration avec un CLCC, pas l'ICO, c'était Gustave Roussy. C'est la société qui est éditrice aujourd'hui du premier dispositif médical numérique qui a obtenu le remboursement en nom de marque, ce qui permet que l'utilisation de la télésurveillance soit prise en charge par l'assurance maladie. Et pour ce qui est de la question des... Donc aujourd'hui, juste pour vous donner un ordre d'idée, on est déployé dans à peu près une centaine d'établissements et on a activement télésuivi 14 000 patients, dont 10 000 cette année. Donc on est vraiment sur une courbe de croissance importante. Et les enjeux, aujourd'hui, eu égard justement le fait qu'on est sur un marché qui est encore en genèse et un principe qui est encore assez récent. Hein. La télésurveillance est rentrée dans le droit commun seulement en 2023. Les enjeux à court moyen terme, c'est vraiment justement d'aller déployer la télésurveillance dans un maximum d'établissements et d'aller démocratiser son usage dans les services. Le corollaire à tout cela, et je passerai la balle à Karine là-dessus, c'est de réussir à engager les établissements dans la considération de la télésurveillance comme un projet global. La télésurveillance, c'est pas juste un outil, c'est pas juste une nouvelle solution. La télésurveillance, c'est un projet à la fois clinique et organisationnel qui implique à peu près toutes les parties prenantes d'un établissement, qui implique de remodeler les parcours de soins. Et donc à ce titre, c'est assez structurant à l'échelle d'un service ou dans le cas de l'ICO, d'un établissement. Et c'est ce que justement a parfaitement bien compris l'ICO, et j'insiste parce que c'est pas toujours le cas, notamment en confiant le projet à une coordinatrice qui a un champ d'intervention très transverse comme Karine. Voilà. Merci Grégory. Karine, Grégory vient de le dire, on entend que la télésurveillance a un gros impact organisationnel. Est-ce que tu peux nous donner ta vision également des enjeux, de l'impact, des défis sur le plan organisationnel d'une telle technologie pour un établissement comme l'ICO ? Ça permet déjà d'anticiper. C'est vraiment le mot le plus important. Anticiper une aggravation de symptômes. Le patient à la maison va pouvoir compléter ces symptômes qu'on va réceptionner. Et en fonction, on va pouvoir prévoir une consultation ou des conseils, une hospitalisation, un lien avec la médecine de ville, afin de, pour nous, fluidifier nos flux. Ça permet aussi d'éviter des annulations d'hospitalisation en hôpital de jour, parce qu'on souhaite déployer Résilience sur 2 parcours de soins, thérapie orale et hôpital de jour. Donc ça va permettre de revoir nos circuits, de fluidifier, de vraiment anticiper.
Donc ça va être ça l'objectif le plus important. Et l'impact aussi, ça va être un gain de temps médical qui permettra de mieux valider les chimiothérapies et de mieux d'éviter d'avoir des patients qui viennent le jour J et une annulation de chimiothérapie. Tu as évoqué le volet médical, Karine. Je me tourne vers Jean-Sébastien, justement, sur ce volet médical. Quelle est ta vision à toi en tant que praticien sur l'apport de la télésurveillance pour le praticien, mais également pour le patient? Je pense que ça s'inscrit dans un contexte général de l'oncologie, de l'évolution de l'oncologie. C'est-à-dire que voilà, le cancer est une maladie très fréquente, il y a de plus en plus de patients. Ça, on a pu le voir, on le voit au quotidien dans nos établissements de santé. Parallèlement, ce qui est une très bonne chose, hein, ça veut dire que les patients, on a de plus en plus de traitements, les patients vivent plus longtemps. Donc ça aussi, c'est un deuxième aspect de l'évolution, c'est que la multiplication, la multiplicité des thérapies fait qu'aujourd'hui, on a un nombre de patients sous traitement qui est extrêmement important. Et sous traitement veut dire aussi potentiellement avec des effets secondaires, potentiellement avec des symptômes. Et puis troisième modification, c'est la multiplication des thérapies, mais orales. Il y a, on va dire, une vingtaine d'années, si je prends un cancer dont je m'occupe, qui sont les cancers du sein notamment, il y avait un peu de thérapie orale, des traitements anti-hormonaux, avec des profils de tolérance qui étaient assez bons. Et puis il y avait quelques chimiothérapies. Et 20 ans plus tard, en fait, les traitements, les chimiothérapies, alors voilà, il y en a de plus en plus, mais les thérapies orales se sont multipliées. On a aujourd'hui des patientes qui sont sous traitement pendant un an et demi. Voilà. Donc le troisième aspect, c'est le développement de la thérapie orale. Donc tout ça, ça a généré et ça génère, on va dire, une charge d'information, de sollicitation, de travail, qui devient finalement possiblement un niveau critique, quoi. C'est-à-dire que, en tout cas, on ne peut pas fonctionner comme avant de ce point de vue-là. C'est dans ce contexte-là que la télésurveillance offre éventuellement un moyen on va dire, monitoring, pilotage, surveillance un peu de ce qui se passe, des patients qui sont un peu partout, qui sont à la maison, qui ne reviennent pas forcément toutes les semaines à l'hôpital, parce que revenir toutes les semaines à l'hôpital, ça crée une surveillance médicale ou paramédicale. Donc s'il y a des alertes, finalement, on peut les voir à ce moment-là. Mais on a aujourd'hui un nombre de patients qui finalement vient à l'hôpital que peut-être tous les 2-3 mois qui est majeur. Et donc c'est en ça que la télésurveillance peut aider finalement à avoir une vision un peu des patients, de leurs symptômes, de leur toxicité. Et dernier point, je pense que c'est ce qui a été dit, c'est que en gros, ce que nous, on doit savoir, c'est ce qui a été dit, mais je le dis avec mes mots, c'est vraiment la télésurveillance, c'est pourquoi faire, quoi. C'est certes l'outil, mais nous, on doit se poser la question, à quoi ça sert? Parce que la télésurveillance, ça ne remplace pas un médecin, ça ne remplace pas un professionnel de santé, ce n'est pas à la place. Mais si on l'utilise bien, pour le coup, c'est quelque chose qui peut... c'est ce qui a été dit, entre guillemets, économiser du temps médical et faire en sorte qu'on soit un peu plus performant ou qu'on fasse d'autres choses que ça. Ouais. Grégory, peut-être en miroir de ce que vient de dire Jean-Sébastien, côté start-up, par rapport au déploiement de la solution et au retour que vous pouvez avoir aussi des praticiens et des patients, justement sur ces volets médicaux, et aussi sur le volet organisationnel. Concrètement, voilà, quelle est votre vision aussi côté résilience? Est-ce que vous avez des choses à nous partager en plus sur les retours terrain? Non, on est une start-up, hein, donc des choses à partager, j'en ai beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est qu'on continue à apprendre tous les jours. Il y a un principe de base qui est celui de la télésurveillance, dont la preuve clinique a été apportée de ses bénéfices à travers différentes études en France, mais aussi l'international. Aujourd'hui, nous, on a notre dispositif médical numérique marqué et autres, donc
on maîtrise le principe de la télésurveillance, administrer des questionnaires, collecter les réponses de manière algorithmique, grader et mettre à disposition l'information des soignants. Et tout ce qu'on est en train d'apprendre et de continuer à apprendre, et c'est ce qu'on continue encore à apprendre aujourd'hui dans le déploiement à l'ICO, c'est comment mieux l'intégrer justement dans les parcours de soins, comment le rendre plus efficace à la fois pour des équipes paramédicales, pour des équipes médicales, comment également être capable, dans une perspective un petit peu plus lointaine, de le mettre aussi au service de la recherche, parce que derrière, c'est de la data qu'on capture et qui a une certaine valeur. Donc voilà, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on est en cheminement avec nos partenaires, et notamment l'ICO. Merci. Karine, je me tourne vers toi. Tu l'as présenté brièvement tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le cadre de collaboration et d'expérimentation entre l'ICO et Résilience, et nous donner un petit peu les principaux défis que tu vois dans cette mise en œuvre? Donc là, on a débuté enfin notre travail de mise en œuvre de la télésurveillance. On ne met pas un outil numérique sans revoir les organisations, sans évaluer les organisations. Donc aujourd'hui, on est à l'étape d'évaluation de nos organisations. Comme hier, on a fait l'audit sur la thérapie orale, sur le circuit du patient. Donc nous, on va apporter nos organisations. Résilience va apporter les fonctionnalités de l'outil. On travaille vraiment ensemble avec des groupes de travail qui recensent toutes les personnes qui sont autour du parcours du patient. Les défis vont être évidemment de mettre le plus possible de patients dans ce parcours, de le convaincre, de le prescrire, de convaincre le patient qu'il est acteur maintenant de sa surveillance. Et le défi va être d'intégrer les patients isolés, des patients qui ont du mal à suivre leur traitement, des patients qui ont des difficultés. Le but, c'est d'avoir ces patients-là. Les patients digitalisés qui sont jeunes, il n'y aura pas trop de soucis. Mais ces patients-là, on les voudrait vraiment suivis. Je pense à l'avenir, la télésurveillance va vraiment avoir une importance de plus en plus dans les établissements de santé. Vigilance sur le nombre de questionnaires, sur les notifications que le patient va recevoir. Je suis malade, je reçois mes notifications parce que j'ai 3 questionnaires en cours. Il faudra être vigilant dans les années à venir, d'être cohérent sur ces questionnaires. Je pense, alors, quand on parle d'outils numériques, on a peur que la relation humaine avec le patient se dégrade. Je pense et je suis convaincue qu'au contraire, elle peut l'optimiser et l'améliorer, dans le sens où on aura un lien maintenant avec le domicile et on aura du temps médical et du temps soin détaché et beaucoup plus libre pour le patient. Peut-être sur la question du lien médical et de la peur un peu de l'outil, je pense que ça ouvre un champ, parce que là, on va être aussi sur des symptômes rapportés par les patients. Donc c'est aussi une évaluation par le patient de ses propres symptômes, et on connaît aussi les limites, parfois, l'évaluation médicale des symptômes du patient. Et on sait bien qu'on a un champ un peu là qui est ce qu'on appelle la qualité de vie rapportée par les patients, où on passe d'une évaluation finalement de la qualité de vie, on va dire subjective du patient, du médecin, à démontrer que finalement les symptômes rapportés par le patient sont aussi, plus important et finalement objective mieux la situation réelle. Donc ça, c'est quelque chose qui change un peu la façon dont on observe les choses. En tout cas, on reçoit cette information qui est une information délivrée par le patient chez lui, tranquillement, peut-être pas dans le cadre de la consultation médicale, du stress, voilà, le patient dans son environnement s'évalue, et ça, je pense que ça impacte sur la façon dont il peut rapporter des choses. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui a quelque chose en plus. Et pour parler des organisations de soins, oui, c'est sûr que c'est, comme tu dis, c'est pas juste mettre une application en plus, parce que si on prend à chaque étape de l'hôpital la façon dont chaque professionnel fonctionne, moi aujourd'hui, à ma consultation, si je reçois un patient qui est sous thérapie orale, voilà, je vais passer un certain nombre de choses en revue. Voilà, ça va me prendre un certain temps, je vais faire analyser. Si demain, voilà, j'arrive finalement avec une espèce de synthèse faite par le patient
de la situation au moment où il l'a faite, clairement, ça va changer, moi, la façon dont ma consultation va se mener, le temps que je vais y passer, et peut-être que je vais mieux anticiper les choses. Enfin, voilà, donc c'est aussi ça qui prévoir change. des soins de support, par exemple, diététique, psy, etc. Donc, ça va compléter, ça va améliorer la qualité de la consultation et de la prise en charge. Vous écoutez tous les trois, un bel avenir, un bel outil, un beau changement dans les organisations. Grégory, une autre question pour toi. Tu l'as évoqué brièvement en introduction. Résilience est la première solution de télésurveillance à avoir obtenu le remboursement en nom de marque. En quoi l'évolution du cadre réglementaire, et notamment l'obtention du remboursement, a joué un rôle d'accélérateur dans le développement de la start-up ? C'est fondamental, c'est complètement game changer. À deux titres. Premièrement, c'est une vraie légitimation de la télésurveillance, et c'est une vraie reconnaissance des bénéfices à la fois cliniques et organisationnels qu'elle apporte, et on est remboursé vraiment au titre de ces deux bénéfices-là, donc sur l'organisationnel et sur la qualité de vie qu'on apporte. Voilà. On a lancé une nouvelle étude pour laquelle vous serez investigateur d'ailleurs, sur lequel on va aussi aller chercher des éléments complémentaires, mais voilà, donc ça c'est une vraie légitimation là-dessus. Le deuxième élément, et qui est extrêmement important, parce qu'on connaît tous aujourd'hui le contexte du secteur hospitalier en France, c'est que ça permet aux structures hospitalières d'être rémunérées pour l'usage de la télésurveillance. Nous, en tant que fabricants, évidemment, mais les structures hospitalières également. Ce qui veut dire que la télésurveillance devient une source de revenus et, à minima, un processus autofinancé grâce à ce système-là. Donc, nécessairement, dans notre développement, c'est plus qu'un tremplin, c'est fondateur. Karine, côté établissement, est-ce que ça a également été un accélérateur, le fait que les solutions de télésurveillance aujourd'hui, et notamment celle de résilience, soient remboursées? Est-ce que ça a été un accélérateur de la mise en œuvre d'une telle expérimentation? Ça a déclenché le projet, oui. C'est sûr, oui. Il ne faut pas oublier qu'on aura de toute façon deux parcours, un digitalisé et un non digitalisé. On n'oublie pas les patients non digitalisés ou qui ne souhaitent pas. Ce n'est pas forcément une question d'âge ou une question d'appétence. Certains ne souhaitent pas, ils n'ont pas envie. Donc, on aura deux circuits. Une dernière question pour Jean-Sébastien. On a beaucoup parlé effectivement de l'utilisation de la télésurveillance dans le soin, mais en tant que praticien, plus globalement, professeur, chercheur, quel avenir vous voyez, vous, à la télésurveillance, à son usage? Est-ce qu'il se limite, entre guillemets, aux soins, ou est-ce qu'il y a des enjeux et des utilisations plus larges? C'est tout l'aspect recherche sur données, c'est tout l'aspect, peut-être que cette, on va dire, surveillance fine au quotidien, un peu différente de ce qu'on fait, permet de finalement détecter parfois aussi des signaux faibles qui font que peut-être on pourra interpréter ces signaux faibles comme peut-être des moments où finalement le traitement commence à moins bien fonctionner. Donc, dans la vie d'un patient, un patient qui a un traitement avec un cancer en place, il connaît bien ça, mais sa vie, elle est beaucoup rythmée par des scanners qui sont tous les 3-4 mois. Et peut-être que finalement la prise en compte aussi de ces signaux faibles nous permettra peut-être de mieux dépister un peu plus précocement finalement la fin d'un traitement parce qu'il ne marche plus. Moi, je vois ça un peu comme ça en termes de recherche et éventuellement d'avancée. Ouais. Grégory, en rebond, est-ce que côté résilience, c'est aussi des axes de travail sur lesquels vous vous projetez? Ah oui, c'est clairement, la vision de la société à plus moyen long terme. C'est l'alpha et l'oméga de notre démarche, mais notre démarche à tous ici, c'est le patient. Le patient, il y a le soin, mais il y a aussi la recherche. Et donc, de manière prospective, comment est-ce que... Et on est convaincu que la donnée va être prépondérante dans cette démarche de recherche, de comment construire des meilleures drogues, comment construire des meilleurs parcours de soins. Et nous avons de nombreux projets en la matière. Merci à tous les trois. On a le temps pour quelques questions dans la salle. Oui. Il faut que je me déplace, on n'a que 4 micros. Bonjour.
bonjour, je suis toujours Jean-Baptiste Robert de l'ICO. Karen, tu l'as évoqué un petit peu, l'ICO assure une mission de service public. À ce titre-là, on doit garantir l'égalité d'accès aux soins. Et forcément, lorsqu'on parle d'innovation, notamment en numérique, on pense à la fracture digitale. Comment dans l'approche, alors côté ICO je le connais, mais je pense que c'est important de revenir dessus, et la question est aussi un peu éthique, comment dans l'innovation, notamment en numérique, on garde cette sensibilité à l'égalité d'accès aux soins, et comment on embarque l'ensemble de notre patientèle comme bénéficiaire de ces technos, qu'ils soient ou pas connectés. J'imagine que la question s'adressait à moi notamment. Plusieurs éléments de réponse à cela. Déjà, on est 100% aligné sur le sujet. Premier élément de réponse, c'est que c'est probablement contre-intuitif, mais on a moins de problèmes avec les personnes qu'on penserait pouvoir être éloignées du digital qu'avec des personnes peut-être plus jeunes ou plus connectées. Je pensais en particulier aux personnes peu plus âgées. En fait, on estime aujourd'hui qu'on peut aller capter organiquement, naturellement, 80%, 75-80% de la patientèle, les 20 à 25% restants étant des populations soit électroniques, soit avec des problèmes de littératie, c'est aussi un sujet, soit avec des problèmes de consentement, mais là on bascule dans autre chose. Sur les problèmes de littératie et d'électronisme, on est déjà en train de plancher sur des solutions palliatives. La première, elle existe déjà, c'est la possibilité pour le soignant de compléter à la place du patient son questionnaire. Alors, on revient sur le bénéfice organisationnel qu'on proposait initialement, mais ce qui nous permet quand même d'avoir toutes les populations sur un pied d'égalité à ce niveau-là. Et puis, à côté, on travaille sur des solutions de plateforme, par exemple, qui permettraient de prendre en charge ces patients-là en les contactant de manière proactive pour remplir le questionnaire avec eux. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais ils ne sont pas oubliés, évidemment. Et ils peuvent aussi être aidés par des infirmières à domicile. On peut mettre aussi dans la boucle. Et juste pour compléter, moi je suis surpris qu'il y ait le mouvement sociétal plus global, mais sur mon espace santé par exemple, où j'ai l'impression que quelque chose se passe quand même. Quand on parle avec les patients, je trouve de tous les âges, il y a 2 ans, 3 ans, mon espace santé, il y avait, je sais pas, 3-4% qui l'avaient ouvert. Et j'ai l'impression que les gens vraiment l'utilisent de plus en plus, ce qui est une forme de digitalisation. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce mouvement de fond qui est en train de s'opérer, qui va aider ce genre de choses, j'ai l'impression aussi. Merci. Est-ce que vous vous rendez compte que des patients, en échangeant entre eux, certains utilisant la solution et d'autres pas, qu'il y a des espèces de conversions qui se font entre patients ? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question, pardonnez-moi. En fait, sur des patients qui utiliseraient la solution, quand ils se rencontrent dans des salles d'attente, en attendant un scanner, etc., est-ce qu'ils échangent entre eux ? Est-ce que, d'un point de vue médical, on a des demandes en disant une personne m'a parlé de cette solution, est-ce que c'est des choses qui commencent à arriver ? Non, je n'ai pas cette expérience. Nous ne sommes pas encore déployés à l'ICO, mais je souhaite que cette expérience... oui, ce sont des choses, effectivement, ce sont des choses qui arrivent. Aujourd'hui, si je parle en termes un peu barbares business, notre taux de pénétration dans les files actives est loin d'être optimal. Donc, on a effectivement, on est très souvent confronté au sein d'un même service à des patients qui sont inclus et d'autres non. Donc, c'est des choses qui arrivent et qui arrivent de plus en plus souvent parce que la solution apporte beaucoup de satisfaction et de rassurance aux patients. Donc c'est vrai que ça arrive de plus en plus souvent. Bonjour, Pierre-Antoine Marché, je travaille à l'ICO également. Moi j'ai une question. Aujourd'hui on sait qu'effectivement le cancer c'est devenu une maladie chronique. On a beaucoup de patients et notamment de patientes, dans le cas du cancer du sein, qui sont des patientes jeunes, qui ont un travail, qui ont des enfants, qui ont une vie de famille, qui au jour d'aujourd'hui revenaient à l'ICO par exemple tous les 2-3 mois pour faire un scanner, pour revoir leur oncologue. Est-ce que le fait de mettre en place cette télésurveillance, c'est pas leur rappeler leur cancer un peu plus souvent ? Est-ce que le fait de devoir répondre à un questionnaire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, en fait ça les replonge pas un peu dans leur maladie, dans leur quotidien ?
Je pense qu'elles n'ont pas besoin de ça pour être replongées dans leur quotidien, honnêtement. Je pense que c'est un changement de vie total pour les patientes qui ont une maladie métastatique, notamment. Je ne suis pas sûr que ce soit ça qui soit vécu comme ça, mais ça, je parle à leur place. Donc, non, mais vous avez raison. Je pense que malheureusement, c'est difficile d'abandonner sa maladie. Voilà. Après, la question reste légitime, et c'est vrai que c'est pour ça que je disais que de manière contre-intuitive, on a peut-être plus de difficultés à avoir de l'observance chez des patients ou des patientes qui sont plus jeunes et plus connectés, parce que c'est des gens qui ont aussi plutôt tendance à ne pas avoir envie d'être replongés régulièrement dans leur maladie. Toutefois, tous ces éléments de rythme de questionnaire et autres sont des choses qui sont paramétrables et qu'on peut adapter en trouvant un bon compromis entre le besoin patient et le besoin clinique. Juste avec, tu diras les chiffres, mais je crois que vous avez un taux finalement de complétion, c'est-à-dire des patients qui commencent le parcours et qui le continuent, qui est très élevé. On a un taux en deux mots, Grégoire. En 2 mots, s'il te plaît. En 2 mots. On a un taux de complétion moyen à 12 mois, donc 12 mois de télésuivi, qui est encore supérieur à 85%. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une adhérence très très forte, une adhésion très forte au dispositif. C'est peut-être des notifications, mais par contre, ça peut limiter les allées-venues dans un institut de cancéro et ça peut quand même améliorer la qualité de vie. Merci à tous les trois. On a bien compris l'intérêt d'une telle solution.